Bonjour à tous et à tous et bienvenue encore pour ce rendez-vous copro du 11 juin 2025 qui est un événement porté par l'Agence parisienne du climat. Je me présente, je m'appelle Tania Raobelina et je suis la chargée de mission accompagnement et mobilisation des copropriétés dans le 13e arrondissement et dans le 12e arrondissement. Petit point technique, juste excusez-moi, monsieur Guillaume, vous m'entendez très bien de votre côté? C'est bon? C'est parfait. Ok, ça marche. Merci. Pour le point technique, les caméras ne sont pas ouvertes et les micros non plus de votre côté, du côté des participants. Et pour poser vos questions, en fait, vous aurez l'onglet questions-réponses juste en bas. Évitez autant que possible de poser les questions dans l'onglet chat pour répondre de manière chronologique à vos questions dans l'onglet Q&R. Comment va se dérouler le webinaire? Nous aurons trois points essentiels. Euh, Déjà, la présentation de l'Agence parisienne du climat et de l'outil Coach CoPro. Ensuite, l'intégration des solutions d'amélioration du confort d'été dans la rénovation énergétique à partir de l'isolation, de la végétalisation et de l'occultation et des occultations. Ce sera présenté par Christine Devisy. Je laisserai bien évidemment chaque intervenant se présenter beaucoup plus après. Et sur cette partie-là, il y aura quatre points qui seront évoqués. Pourquoi travailler le confort d'été, les enjeux d'une rénovation globale axée sur le confort d'été, les solutions à éviter selon le type de bâtiment et quelques retours d'expérience. Ensuite, le dernier point, ce sera Thierry Guillot qui partagera sur l'importance des comportements individuels pour maintenir le confort d'été à travers des éco-gestes. Et à la fin, on prendra un temps de questions-réponses pour que vous puissiez aussi poser des questions et voilà. La, pour la présentation de l'Agence parisienne du climat et de l'outil Coach CoPro, déjà, l'Agence parisienne du climat, c'est une association qui a été créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris pour accompagner la mise en œuvre du plan climat. C'est également le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris et l'APC fait partie du réseau des espaces France Rénov, le service public pour la rénovation de l'habitat et également une agence locale de l'énergie et du climat. Nos missions principales, c'est de pouvoir mobiliser, d'accompagner, de conseiller et d'informer les copropriétaires, les Parisiens, les Parisiennes, les Parisiens et les Parisiennes. Juste un petit rappel, parce que je pense que tout le monde connaît un peu l'outil Coach CoPro. L'outil Coach CoPro, c'est un outil qu'on a mis en place à l'Agence parisienne du climat et c'est diffusé sur l'échelle du territoire français. C'est pas toutes les localités qui l'utilisent, mais certaines quand même comme Bordeaux, etc. Ensuite, la plateforme Coach CoPro, en fait, vous allez retrouver trois principales choses, c'est-à-dire l'annuaire des professionnels, où vous allez pouvoir retrouver les professionnels pour le DTG, la maîtrise de conception, pour les travaux également. Madame Devisy, par exemple, fait partie de l'annuaire Coach CoPro. Ensuite, vous allez retrouver l'exemple des copropriétés rénovées qui sont en fait des fiches de copropriété où la copropriété a déjà réalisé des travaux et vous allez pouvoir retrouver les travaux qui ont été faits, les coûts, les aides financières qui ont été accordées et le résultat final de la copropriété. Et enfin, ben, vous allez retrouver des ressources pour tout le projet de la copropriété, de la partie études jusqu'à la finalisation des travaux. J'ai fini, je laisse Madame Devisy continuer pour la deuxième partie. J'arrête juste mon partage d'écran. Madame de Vizy.
Je pense que vous avez laissé votre micro coupé. Le son. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je remercie beaucoup Tania Robellina de nous avoir invités pour cette webinaire. Et en fait, nous sommes l'agence VD Architecture, nous sommes affiliés Coach CoPro et en fait, on traite des projets de végétalisation ou de réhabilitation thermique sur Paris. Aujourd'hui, je vais vous, euh, je vais vous parler et partager quelques réflexions et un retour d'expérience aussi sur les moyens d'améliorer le confort d'été dans les logements collectifs à Paris. Donc, on va parler sur les différentes solutions pour rafraîchir le logement. Mais tout d'abord, on va faire un rappel sur les raisons pour lesquelles il est nécessaire de travailler sur le confort d'été à Paris, les enjeux de rénovation globale axés sur le confort d'été, les solutions aussi à éviter selon le type de bâtiment, car il y a des fausses idées parfois il n'y a pas de l'âge des solutions très très différentes. Et enfin, on parlera donc d'un retour d'expérience sur trois stratégies pour réfléchir son logement par la végétalisation. Et enfin, on aura des conclusions et j'espère des idées un peu plus claires sur comment agir sur les logements à Paris pour réfléchir les logements et les copropriétés. On va faire un petit résumé de la situation actuelle dans laquelle on est sur Paris. En fait, dans ces diagrammes, on voit que depuis la fin du 19e siècle, donc la température moyenne à Paris a augmenté de 2,3 degrés. Il y a eu une accélération nette qui s'est produite depuis les années 1980. Et cela, effectivement, ne se traduit pas que pour une augmentation de la température en fin de journée, dans les après-midi, mais les vagues de chaleur, en fait, sont de plus en plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Les diagrammes des Météo France registrent donc l'intensification des vagues de chaleur sur l'ensemble du territoire, avec une intensification manifeste sur les 2 dernières décennies. Et notamment en 2003, évidemment, la vague de chaleur qui a touché Paris et que moi-même j'avais vécu. Donc, de ce fait, en fait, on peut parler aussi des phénomènes des îlots de chaleur urbains qui se traduit par des écarts de température pouvant atteindre les 10 degrés entre le centre-ville et les zones rurales voisines. Et cela, c'est notamment dans les nuits d'été. Cela s'explique par la densité de la ville, la minéralité des surfaces et le manque de végétation. La carte à droite montre c'est une carte de Météo France qui met en évidence le nombre moyen des journées et des nuits qui sont considérées comme anormalement chaudes, enregistrées en 2005 et sur une projection allant jusqu'à 2050. Donc, les nuits où la température nocturne est supérieure à 20 degrés sont appelées donc des nuits tropicales. Donc, on voit une augmentation conséquente et des prévisions qui ne sont pas tout à fait positives. Donc, je passe à l'autre et au dernier diagramme. Ce contexte n'est pas neutre et il y a des conséquences directes sur la santé, en particulier pour les personnes les plus fragiles, mais aussi sur notre bien-être au quotidien, le sommeil, les usages et nos rapports aussi avec les espaces communs, les voies, les rues, etc. Et le dernier schéma, toujours de Météo France, montre par des couleurs qui sont de plus en plus foncées l'augmentation des jours et des nuits anormalement chaudes dans les 3 prochaines décennies. Là, j'ai terminé avec le rappel du contexte climatique et on peut se poser la question,
qu'est-ce qu'on peut faire et comment agir à l'échelle, je dirais, de la copropriété et de son logement face à ces changements. Donc, il faut avant tout penser les choses dans leur globalité, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne le logement en situation estivale et hivernale dans une approche qu'on pourrait appeler bioclimatique, car ce qui est bon en été, il n'est pas forcément bon en hiver. Je m'explique. Sous le schéma de gauche, en fait, vous verrez que le confort d'été signifie ventiler, donc effectivement créer des courants d'air, donc avoir des expositions, des doubles expositions, ça c'est et traversantes, ça c'est très bien. Et il faut se protéger aussi des apports solaires. En revanche, en hiver, il faut faire exactement le contraire, c'est-à-dire il faut conserver la chaleur à l'intérieur du logement et bénéficier des apports solaires. Donc, comment faire pour avoir ces deux éléments dans nos logements, dans nos copropriétés qui ont un fonctionnement pratiquement opposé? Donc, tout d'abord, enfin, il y a plusieurs leviers en fait sur lesquels on peut travailler. Le premier levier, c'est la matérialité, donc, enfin, c'est les matières. Donc, ce sont les matières à forte inertie, comme par exemple la brique, le béton ou la pierre, qui permet donc d'amortir les pics de chaleur et mieux isoler les logements. Les matériaux donc à forte inertie maintiennent la température stable tout au long de la journée dans les logements et dans le cas des isolations faibles, par exemple, il serait possible d'améliorer cette isolation en ajoutant, par exemple, des briques de terre crue à l'intérieur. En tout cas, les matériaux de façade donc, sont essentiels. Donc là, on a mis trois images qui montrent trois types de matériaux totalement différents, dans des époques différentes, mais qui sont sur Paris. Donc on a une façade en pierre haussmannienne, un bâtiment des années 30 en briques et en enduit, et enfin un bâtiment beaucoup plus récent en béton. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que les matériaux sont dans les trois cas inertes. Ensuite, on peut parler effectivement des protections solaires qui représente donc le deuxième levier et qui est essentiel. En fait, les protections solaires, il faut les adapter au type de façade sur lesquelles ils vont être appliqués. Et donc, il existe plusieurs types de protections solaires sur le marché aujourd'hui. On peut donc citer les stores en toile à projection. Vous voyez, là, elles sont toutes, enfin, dans ces dessins et dans ces images, elles sont toutes représentées. Donc, on a les stores en toile à projection, les stores roulantes à lame orientable, les volets roulantes bioclimatiques qui permettent le passage de la lumière parce qu'ils ont tout simplement les lames qui sont plus écartées que l'habitude, elles sont perforées aussi. Donc, ils laissent passer la lumière et la ventilation, l'air, donc sont très bien. Mais également les traditionnels volets en bois rabattables ou les volets métalliques pliantes qui sont aussi autant efficaces. Donc, dans ce schéma, ça, il s'agissait d'un concours qu'on a fait pour Paris Habitat, pour la réhabilitation des logements des années 30. Et les façades étaient très riches, en fait. À niveau architectural, on avait un basement, un corps central et un couronnement qui étaient très différentes. Les épaisseurs des murs aussi étaient très différentes. Et donc, on a proposé, selon le type d'implantation des volets différents aussi. Donc, je dirais que l'uniformité se fait dans la différence. Donc, il ne faut pas hésiter à adapter le type de volet au type de fenêtre, de façade, et cela ne ferait, à notre sens, en tout cas, que continuer à enrichir le parc et les façades qui sont très différentes sur Paris, en fait. Voilà. Ensuite, on va passer donc à un autre levier
qui est représentée par la végétalisation. Donc, la végétalisation aujourd'hui est devenue incontournable. On parle bien de végétalisation sur les toitures, sur les cours, les balcons, les loggias. En fait, en gros, on peut intervenir là où il y a possibilité. Et je dirais, c'est un peu partout en réalité. Donc, la végétalisation apporte de la fraîcheur, régule l'humidité, améliore le cadre de vie et réduit aussi la quantité d'eau qui est reversée donc, dans l'assainissement. Un exemple intéressant, c'est celui sur la droite, avec les toitures biosolaires qui associent donc les panneaux photovoltaïques à la végétalisation extensive. Et cela permet d'améliorer la rentabilité des modules solaires grâce à la diminution de la température amenée par le substrat végétal. Donc, à gauche, on a des exemples de végétalisation sur un bâtiment existant. Ici, on a des exemples de végétalisation, pardon, sur la gauche, de nouvelles constructions, pardon. Sur le deuxième, donc, c'est de la végétalisation sur un bâtiment existant, de façon différente d'intervenir. Donc, en partie haute, on a végétalisation extensive, en bas, par des bacs. Ici, on parle bien de végétaliser aussi des murs par de la végétalisation grimpante. C'est tout à fait légitime. Et donc, on a des vignes vierges en fait sur cette façade. Et enfin, comme je vous l'ai dit, en fait, la toiture biosolaire qui est plus technique, mais qui associe tout ça. Au final, il associe une végétalisation extensive avec des panneaux photovoltaïques. On avance donc là-dessus. Donc, en fait, toujours en question de végétalisation, ici, on a plusieurs solutions possibles, des exemples. Donc, on met en pratique ces principes dans la réalité et notamment dans les réhabilitations sur l'ancien, par exemple. Et dans ce cas, on montre comment on pourrait intervenir sur des cours d'immeubles au pied des façades pour ne pas créer des désordres. En fait, il faut imaginer qu'on ne peut pas infiltrer l'eau et désimperméabiliser les sols comme on souhaiterait au 100%. On peut créer aussi des désordres, donc sur l'existence, il faut faire très attention. Et cette méthode, il peut être utile dans le cadre de réhabilitation des cours anciennes, par exemple, où il y a des caves, un sous-sol. Donc, on peut imaginer de découper un carreau cassé en ligne droite les cours. Euh, Ça, c'est une intervention aussi assez économique et limitée, ponctuelle. Donc, ces cassures, ils peuvent être remplis de terre et donc des végétaux, pardon. Et donc, cela permet de transformer totalement l'ambiance thermique et visuelle de la cour. L'image, donc, c'est toujours sur un concours, enfin, pour un travail pour Paris Habitat, toujours, dans lequel on voit comment on peut intervenir sur les cours, voilà, et sur l'existante. Donc, euh, il faut éviter, il faut éviter les fausses bonnes idées ou les techniques mal adaptées. Donc, tout n'est pas possible. Donc, grosso modo, et en façon un peu générique, ce qu'on peut dire, c'est que l'isolation par l'intérieur sur les bâtis anciens euh, équivaut à un risque de condensation. Les climatisations, ça veut dire aussi consommation énergétique, rejet des chaleurs et donc aggravation des îlots de chaleur urbains. Donc, il faut éviter dans la mesure du possible. Il faut éviter aussi les fenêtres fixes et qui sont sans protection solaire, donc avec risque de condensation et de surchauffe. L'absence de réflexion aussi sur l'usage et les comportements d'été, ça mène de l'inconfort et de la surchauffe. Et évidemment, on adaptera donc les solutions selon le type de logement et de situation dans lequel on sera amené à intervenir ou habiter, si on est effectivement, si on occupe le logement. Et donc, pour les Haussmanniens, il faut préserver l'inertie.
donc l'importance des volets, de la ventilation naturelle, ça c'est essentiel, et mécanique si possible. Dans les immeubles un peu plus récents, donc, qui sont souvent mal isolés, donc années 48-70, revoir les apports solaires, les isolations thermiques, la ventilation naturelle et mécanique. Dans les bâtiments des années glorieuses, donc repenser les balcons, par exemple, s'ils sont existantes, c'est un tampon thermique essentiel qui sépare l'extérieur de l'intérieur. Donc, c'est très important de les traiter. Les protections solaires d'origine, l'isolation thermique, évidemment, la ventilation naturelle et mécanique est toujours un cas de chaleur essentiel. Donc maintenant, je passe au troisième volet et je vais vous parler en fait de comment ces principes qu'on a vus jusqu'à maintenant peuvent prendre une forme concrète et dont je vais vous présenter quelques retours d'expérience et quelques projets sur lesquels travaille actuellement l'agence VDA, soit dans le cadre de copropriété pour Copro Oasis, soit par des copropriétés tout court ou des bailleurs sociaux. En tout cas, toujours sur les logements. Donc, le premier exemple est un projet qui est en cours dans le 10e arrondissement de Paris et il est réalisé dans le cadre du programme Copro Oasis. Donc, la copropriété souhaitait traiter deux problèmes. Il y avait un problème d'inondation ponctuelle dans la cour, hein, qui est tout en longitudinal. Et il y avait aussi un problème de sécuriser cet endroit parce qu'on a un passage de piétonnes, vélos et voitures. Et donc, les parties en rouge sont les parties qui sont concernées donc, par le projet. Et après, il y a une contrainte majeure, en fait, c'est le fait qu'on se retrouve dans une zone qui est très sensible aux infiltrations d'eau pluviale. Et c'est toute cette zone rouge qui est ici sur la droite. Donc la question, c'était comment intervenir dans ce projet avec ces contraintes et ces souhaits aussi, évidemment, de la copropriété. Donc, la solution que nous avons mise en place a consisté à créer un jardin de pluie. Donc, vous voyez la coupe panneau à gauche de l'état actuel et en bas, le jardin de pluie. Donc, c'est un dispositif qui a été adossé donc, au mur pignon existante et qui permet d'évacuer l'eau par évaporation et non par infiltration dans le sol. Donc, l'eau excédentaire, en cas de forte pluie, est renvoyée dans l'assainissement par le biais d'un drain qui est positionné en partie haute du bassin. Donc, vous voyez le schéma qui montre bien comme l'eau rentre. Il y a une zone de stockage de cinquantaine de centimètres tout au fond du bassin, mais l'eau, en réalité, elle s'évapore. Donc, il n'était pas possible d'infiltrer beaucoup d'eau dans le sol. Et donc, ce dispositif permet d'intervenir, stocker l'eau, l'évaporer, l'évacuer. Et évidemment, l'eau en excès, bah, il faut la renvoyer dans l'assainissement, mais il y a une réduction quand même hein, de l'eau voilà, qui est comment dire, gérée à l'intérieur de la parcelle. Donc, là, on voit les plans. Donc, on voit les plans avec le jardin de pluie tout au long du mur. Et le fait que dans le projet, on propose aussi de désimperméabiliser une partie de la cour avec le repositionnement des pavés sur un lit de sable et de faire infiltrer l'eau par les joints. Voilà. Mais ça sera donc une désimperméabilisation maîtrisée dans ce cas-là et limitée aussi. Donc, un, un autre exemple, un deuxième exemple, donc, qui est mené par une copropriété dans le 19e arrondissement, avenue Jean Jaurès.
Ici, donc, la copropriété ne dispose ni d'une cour ni du balcon. Et donc, ils souhaitent profiter de la toiture terrasse de l'immeuble pour construire un lieu de détente avec en vue, pardon, imprégnable sous la Villette. Donc, dans la perspective, on voit bien que c'est une vue vraiment exceptionnelle. Nous avons donc proposé le remplacement de deux sorties de VMC. Donc, on voit les schémas en bleu, les interventions qu'on peut faire dans ce cas spécifique. Donc, on peut remplacer de VMC par des tourelles afin de dégager une partie de la toiture qui est aujourd'hui complètement occupée par la VMC mécanique. Prolonger l'escalier d'un étage pour donner l'accès donc à une toiture. Donc, c'est toutes les parties bleues que vous voyez sur la coupe en bas à droite. Mettre en norme, évidemment, les garde-corps car aujourd'hui, ils ne le sont pas, c'est des garde-corps techniques. Et donc, végétaliser le 70% de la surface de la toiture végétalisable, et cela conformément au cahier des charges de CoproOasis, par de la végétalisation extensive dans ce cas, et laisser le restant espace de la terrasse accessible à la copropriété. Donc, ce qu'on voit, c'est un peu le résultat du projet avec des interventions qui restent quand même assez limitées, mais qui permet donc une véritable augmentation, amélioration du cadre de vie. Donc, une autre approche qui est beaucoup plus ambitieux, c'est celui d'un autre projet d'une résidence pour étudiantes, d'une médiathèque et de logements. Là, il s'agit d'une nouvelle construction, donc ce n'est pas de la réhabilitation. Et il s'agit d'un projet fait toujours dans le cadre d'un concours sur la ZAC Paul Bourget. Et dans ce projet, notre agence en fait intègre les arbres dans les façades. Donc, c'est un projet assez ambitieux et qui change complètement le rapport avec le bâti, en fait. Du coup, on a un rapport très différent entre l'habitat, le végétal et le climat. Donc, cette intervention n'est pas anodine parce qu'elle nécessite quand même de l'espace. Intégrer un arbre en façade, c'est pas simple. Vous voyez la coupe sur la gauche, donc on a de l'espace, même si c'est je dirais de taille moyenne. Donc on a des bacs qu'il faut adapter et l'espace en dessous aussi, évidemment, n'est pas tout à fait exploitable si ce n'est que pour du stockage. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai arbre dans le logement et sous les façades. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Et pour aller jusqu'au bout de ce projet, on a évidemment végétalisé aussi toute la toiture en façon intensive. Et donc, on avait prévu des vraies végétalisations, on les voit sur les maquettes. Et il y avait donc toute une palette végétale d'arbres à feuilles persistantes pour limiter donc l'entretien de ce projet. Enfin, un dernier projet peut inspirer donc de nombreuses copropriétés qui disposent d'une zone de stationnement, par exemple. Il s'agit ici de la création d'un espace partagé donc au-dessus d'un parking qu'EVDA a étudié juste après le confinement. Et ça, c'était dans une volonté commune de renouer un lien social et d'améliorer le cadre de vie de la copro. Il s'agissait ici de ne pas supprimer le stationnement, car c'est des parties privatives, mais d'ajouter une plateforme légère, accessible, en-dessus du parking. Donc, il s'agissait d'un projet simple à mettre en œuvre qui apporte une vraie valeur d'usage, et ça, c'est l'essentiel, et
probablement une plus-value patrimoniale aussi. En conclusion, je dirais donc que le confort d'été est devenu un enjeu structurant pour les copropriétés en Île-de-France. Donc, il faut agir à plusieurs échelles et les solutions existent, mais à condition de les adapter aux typologies des bâtiments et des situations très différentes. Voilà, donc je vous remercie pour l'attention. J'ai terminé. Merci beaucoup à Christine Lévy. Je laisse Thierry Guyot reprendre la parole. Euh, J'arrête le partage. oui, merci. On traite, merci Tania, c'est Thierry là. On traite les questions peut-être de l'intervention de Christine avant. Je ne sais pas comment vous voulez. Oui, pourquoi pas. On peut faire ça maintenant pour donner un peu la pause. Oui, Euh, ok. Du coup, Christine, la question c'était, mais bon, quel immeuble rue du Faubourg Saint-Martin? Il s'agit du coup de quel immeuble rue du Faubourg Saint-Martin? Alors, oui, c'est un immeuble, je crois qu'il y a 300 et quelques. Enfin, je ne peux pas trop dire le numéro, en fait. Franchement, je ne me rappelle Oui, plus oui, bien sûr. exactement le numéro. Oui. Mais en tout cas, c'est une ancienne cour traversante et qui avec une grande copropriété. Voilà. Mais c'est un cas assez commun sur Paris, c'est-à-dire c'est des cours pavées, tout longitudinal comme ça, dans lequel effectivement parfois on a des passages de voitures, vélos et piétons. Et ces lieux aujourd'hui sont très peu gérés, si ce n'est que dans la sécurité, enfin, on ne profite pas vraiment de ces lieux. Donc, le fait peut-être de les végétaliser ou de gérer la désimperméabilisation des sols, la gestion des eaux de pluie, ben, même les poubelles, tout simplement, avec des bacs peut-être ajourés ou des choses comme ça pourrait permettre de les rendre plus agréables, en fait. Euh, et, euh, et c'est des cas, effectivement, des interventions qu'on peut faire sur plusieurs, partout, en fait, en réalité. Il suffit de bien gérer et de, voilà, d'intervenir. Je sais pas Ok. En tout cas, c'est à côté du canal Saint-Martin. Ok. Question suivante. Comment constate-t-on la condensation lorsqu'on isole intérieurement un logement dit haussmannien dans la pièce? Alors, il faut faire attention, en fait, en partie basse, dès que vous avez des petites taches ou des décollements des plaintes, par exemple, le fait que la plainte se décolle légèrement, c'est un signe d'humidité. Bah, il y a des odeurs aussi qui se détachent. Donc, il faut regarder surtout sur les angles, les parties moins ventilées. Et c'est qu'est la ventilation quotidienne du local, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres qui permet de ventiler. En fait, il faut ventiler pratiquement tous les jours. Mais c'est la qualité de l'air aussi, on peut le sentir. Voilà. Merci, Christine. Ok, on va prendre les questions suivantes. Dans ma copropriété, je pense que ça s'adresse à vous du coup. Dans ma copropriété, un copropriétaire a fait une demande de mettre un store pour se protéger du soleil et a eu un refus. Bon, c'est pas trop une question, mais du coup, c'est un... Alors, en fait, il faut mettre les protections solaires. C'est très bien. Mais vu que les façades, évidemment, font partie de la copro, je pense que c'est intéressant de réfléchir globalement, d'abord, avec la copropriété au sein des AG. Quel type de store mettre, comment et où? Un sorte de créer un sorte, enfin, je dirais, de cahier des charges euh, et que les protections puissent être mises parce qu'elles sont utiles, en fait. On ne peut pas intervenir sur le fenêtre, il faut intervenir sur toute la façade. Et donc, c'est bien de mener une réflexion au niveau de la copro, je pense. Donc, c'est dommage qu'il lui n'ait pas pu mettre son store, mais euh, il faudrait que la copro se mette d'accord sur quel type de store mettre au fur et à mesure, peut-être aussi dans le temps.
pas forcément tout ensemble. Ça marche. Merci. Juste un petit rappel pour les personnes qui posent des questions dans le chat. Plutôt mettez-les dans Q&R pour qu'on puisse y répondre de manière chronologique. Merci beaucoup. Du coup, la question c'est est-ce que les panneaux photovoltaïques sont permis dans tous les immeubles parisiens? Alors, si, ils sont permis partout, mais ils ne sont pas adaptés à toutes les toitures. Oui. Par exemple, si on a une toiture en zinc, aujourd'hui, on ne sait pas mettre des panneaux solaires, par exemple. Et d'ailleurs, de toute façon, il faut les mettre dans des endroits aussi un peu discrets, parce que les ABF, ils ont leur mot à dire. Donc, euh, en théorie, oui, en pratique, non. Mais Mhm. il faut essayer et c'est des choses en fait euh, on peut avoir une réponse que si on fait des demandes. Mhm. Ouais. Effectivement, c'est ça. Vous n'avez pas évoqué l'isolation par l'extérieur. Pourquoi? Euh, Oui, bien sûr, parce que c'était, oui, évidemment, l'isolation par l'extérieur aide à rafraîchir, évidemment, parce que isole le bâtiment. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas parlé. Mais ça fait partie effectivement des fondamentaux, je dirais. Oui, oui, évidemment, c'est censé de dire que l'isolation par l'extérieur aide aussi à isoler et à rafraîchir les logements. Peut-être qu'on peut ajouter, pardon Christine, sur l'isolation par l'extérieur, que spécialement dans une ville comme Paris, ça met en jeu l'apparence de la façade. Donc il y a aussi un sujet architectural aussi, encore une fois. Ça me fait penser aux questions précédentes sur que je trouve qu'elle a super bien décrit sur les protections solaires extérieures. On aimerait en avoir, mais il ne s'agit pas que chacun fasse ce qu'il veut dans son coin. Et puis, il y a la contrainte, on est dans une ville avec une valeur culturelle des façades bien souvent, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et aussi, Mhm. l'isolation par l'extérieur fait de l'emprise sur l'espace public, hein, éventuellement. Elle n'est pas possible partout, Ouais, c'est ça. n'importe comment. On revient Mm. toujours Eh oui. au même discours. Il faut s'adapter aux situations et au contexte. oui, Ouais. merci beaucoup. Et ça, de toute façon, vous verrez dans les études, si la copropriété veut partir sur une rénovation globale, si l'isolation thermique par l'extérieur est faisable ou pas dans chaque cas de copropriété. Ok, la prochaine question, c'est merci pour ce partage d'informations. J'avais une question sur les stores. Des stores enroulés que l'on voit sur de nombreuses façades d'anciens immeubles parisiens? Qu'en est-il du coup des stores enroulés que l'on voit sur de nombreuses façades d'anciens immeubles parisiens? Alors, moi, je dirais que tout type de store est le bienvenu. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, évidemment sur les façades qui sont ensoleillées, hein, si on a une fenêtre en or qui n'a pas d'apport solaire, il n'y a pas besoin de mettre le store, quoi qu'il en soit, mais tout type de store, c'est le bienvenu. Notamment, en revanche, il faut qu'il puisse ventiler aussi. Voilà. Donc, comme je disais, si on intervient sur des façades pour mettre des stores qui sont réfléchis à niveau de la copro, etc., ben, c'est très bien. On peut peut-être ajouter, Christine, aussi que sur les protections solaires, dès lors que la baie est effectivement exposée au rayonnement solaire direct, euh, la protection solaire extérieure sera toujours plus efficace pour le confort d'été que la protection solaire intérieure. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est intéressant de pousser la copro, si la façade n'est pas équipée, à travailler sur le sujet de la protection solaire extérieure. Ça À marche. condition qu'elle soit utilisée, bien entendu. Ok, la prochaine question, c'est le fait que vous n'avez pas évoqué le réseau de froid urbain. Pourquoi? Le réseau de froid urbain. Euh, de froid de Bourgogne. Oui,
En fait, c'est une solution comme le réseau de chaleur urbain. Il y a aussi le réseau de froid urbain, mais je ne connais pas du tout ce système, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne et je n'aurai pas de réponse dessus, mais de votre côté non plus, probablement. Alors, moi, désolée, hein, j'ai pas de réponse non plus comme vous, ouais, en fait. Oui. Donc, il faut que je me renseigne un peu. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est. J'ai jamais eu Ouais, l'occasion de le croiser. Donc, pour j'en l'instant, voilà, je ne sais pas si j'en ai entendu. Thierry. Ouais, alors c'est une réponse très très partielle. Je suis désolé. J'en ai entendu parler. En effet, sur Paris, il y a le plus grand réseau de chaleur de France qui est sur Paris. Et il y a des fonctionnalités aussi pour une partie de ce réseau sur la distribution, non pas de chaleur, mais de froid. Donc, on livre là auprès des bâtiments de l'eau, alors refroidie. Je ne sais pas à quel niveau de température. Et la question là qui se pose va être, c'est un grand classique hein, sur les émetteurs. Ce que je comprends, c'est que dans le bâtiment de logement, en général, les émetteurs sont des émetteurs sur de l'eau, c'est-à-dire qu'on émet la chaleur avec des radiateurs à eau en général. Et si on veut rafraîchir le logement en faisant circuler de l'eau fraîche dans les radiateurs à eau, il va y avoir un gros sujet de condensation. Ça va très mal se passer et je ne suis pas certain, mais là, il faut creuser le truc, hein, que l'offre de rafraîchissement par le réseau de chaleur froide de Paris soit adaptée pour les bâtiments de logement. Par contre, pour les bâtiments tertiaires, c'est très clairement adapté parce que souvent dans les bâtiments tertiaires, le chaud et le froid se fait sur le vecteur air. Donc on fait circuler de l'air dans les grands volumes et on n'a pas ce sujet-là de condensation sur des émetteurs à eau que l'on peut trouver dans les logements. C'est une réponse très partielle. Oui, parce qu'en fait, je vois mal comment de l'eau froide pourrait circuler dans des radiateurs C'est pas fait pour. enfin, qui sont reliés à des chaudières. Oui, il y a des connexions à faire. Si le bâtiment est relié à une station d'échange avec le réseau, il peut y avoir des architectures un peu plus complexes que juste de l'eau chaude. En général, il peut y avoir 3 tubes ou 4 tubes avec un tube, enfin une paire de tubes pour le chauffage, une paire de tubes pour l'eau froide ou voir l'eau tempérée. Bon, là, il y a plein d'options techniques qui existent sur le papier, mais il faut voir au cas par cas sur Paris, parce que ce que je comprends ici, on discute essentiellement avec des gens qui sont sur Paris. Et je ne sais pas dire plus que ça, je ne connais pas, mais c'est possible que cette offre de rafraîchissement soit réduite à des bâtiments tertiaires. C'est à confirmer. Il faudra regarder sur Internet, vous trouverez, je pense. Ça marche. Merci beaucoup. Je pense, Thierry, qu'on peut passer d'abord sur ta Ouais, présentation ok, ok. et après on reprendra sur les questions-réponses à la fin. Très bien. Alors, attention que je ne me trompe pas de fenêtre. Ça doit être celle-ci. Oui, voilà, désolé. C'est bon, il faut que je me mette en mode présentateur maintenant, c'est ça. On voit pas encore la totalité. C'est bon, parfait. Ouais, il y a un petit lag. Là, c'est bon? C'est bon pour tout Ouais, le monde? c'est bon. Mais si Ah, tu peux, Ah oui, même chose que tout à l'heure. ouais, C'est ça. voilà. Voilà. Alors moi, je vais vous parler d'autre chose qui vient parfaitement compléter ce que vient de dire Christine, qui était plutôt axée sur la composante technologique et dans une approche système qui s'impose, en effet. Il n'y a pas une solution technique miracle sur ces questions-là, et qui est comment essayer de convaincre les occupants de faire peut-être mieux s'ils adhèrent à la démarche que ce qu'ils font dans l'usage de leur logement pour éviter les surchauffes. Alors, tout d'abord, moi, Thierry Guillaume, je suis chercheur au Centre scientifique et technique du bâtiment. Je suis basé à Sophia Antipolis, à côté de Nice, au sein du CSTB. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est issu d'un projet de recherche qui s'appelle RENOPTI, mais qui est encore en cours. Il termine cette année. Et très, très rapidement, l'objectif de ce projet, c'est de produire un certain nombre de livrables qui sont pratiquement tous publics pour aider les professionnels des travaux à prendre en compte justement le confort d'été dans leurs travaux de rénovation qui sont aujourd'hui essentiellement drivés sur la question du chauffage, de maîtriser la facture du chauffage, comme l'a expliqué Christine. Donc le projet, il est opéré avec l'Union sociale pour l'habitat, mais euh,
l'APC nous a beaucoup aidé parce que ici, c'est la structure du projet qui est découpée en plusieurs actions. Si vous voyez l'action 4, il y a eu une campagne expérimentale in situ et l'APC nous a aidé à recruter un certain nombre de bâtiments, peut-être certains d'entre vous qui sont au bout du fil ont été dans cette aventure, pour faire des mesures sur le confort d'été pendant l'été 2004. Et donc, on a pu faire une campagne assez exhaustive sur 76 logements là-dessus. Donc, très rapidement, je vous explique ce que le projet a produit et après, je fais un focal sur l'ordre du jour que sont les vidéos. Et sachez que la présentation que je vous passe là, je la donne à Tania et dedans, il y a les hyperliens sur tous les livrables qui sont accessibles gratuitement. Et donc, vous pourrez en bénéficier en téléchargeant ce qui peut vous intéresser, même si c'est plutôt orienté pour les professionnels de travaux parce que c'est un peu technique. Donc, la première action du projet, c'était les études préalables. Et il faut que je fasse ça. Voilà. Et ici, ce qu'on a produit et qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle des vidéos éco-gestes, dont je vais y revenir plus tard. On a aussi commis un rapport sur l'état de l'art sur le confort d'été. Donc là, si ça vous intéresse, vous pourrez aller jeter un œil là-dedans. Et vous apprendrez des choses très intéressantes d'un point de vue sociologique et d'un point de vue physique sur la physiologie humaine et sur les indicateurs de confort et ces choses-là. Action 2, on a produit ce qu'on appelle une petite bibliothèque de solutions technologiques du confort d'été. Donc là, ce sont des monographies tout le temps structurées de la même façon sur certains objets techniques qui contribuent au confort d'été. Alors là, évidemment, la limite de ça, c'est qu'on les regarde par objet technique. Et donc, euh, c'est nécessaire de faire ça, mais la réponse à une situation donnée se fait dans un cadre, dans une approche systémique comme l'interlocutrice précédente l'a signalé, mais peut-être que vous trouverez sur certains des sujets des choses qui vous intéressent, notamment pour comprendre les principes physiques qui sont derrière et vous aider à mieux raisonner, peut-être à mieux discuter avec des gens qui sont peut-être un peu plus spécialistes que vous. On a instrumenté aussi 3 démonstrateurs, dont je ne vais pas parler de ces choses-là. Un démonstrateur sur les volets roulants automatiques, donc vous aurez les ressources pour aller voir ce qu'on en pense et ce qui s'est passé. Un démonstrateur sur les murs végétalisés dans l'idée d'améliorer le confort thermique à l'intérieur des logements. Donc là, il y a des choses très intéressantes aussi à dire, mais ce n'est pas l'objet. Ça résonne assez bien avec la présentation précédente. Et enfin, un démonstrateur sur une machine qui fait du froid, mais qui n'est pas une pompe à chaleur, mais qui en fait est une machine à refroidissement adiabatique indirect. C'est un grand mot pour dire qu'en fait, on utilise le fait que quand l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, quand elle s'évapore, ça fait du froid. Et on peut utiliser cette source de froid pour produire de l'air rafraîchi, y compris dans les logements. Et là, on a travaillé avec une petite start-up qui s'appelle Kaeli Energy, française, qui cherche à mettre en place un dispositif de rafraîchissement individuel euh, qui peut-être pourra vous intéresser. Voilà. Ensuite, on a dans l'action 3, c'est un outil numérique d'aide à la décision. Alors ça, c'est vraiment pour les professionnels des travaux, je ne vais pas en parler ici. Et on a fait donc cette fameuse campagne de mesures in situ. Et vous pourrez trouver les livrables de ces choses-là dans les hyperliens qui sont introduits dans le document, dans le PowerPoint que je passe avec vous. Voilà. Donc dans la présentation, hein, dès qu'il y a un hyperlien, dès que c'est souligné ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, c'est vous cliquez dessus et ça vous amène sur un document que vous pouvez télécharger. Une partie d'ailleurs de ces livrables ont été introduits, je pense, à Tania, dans les centres de ressources numériques de l'AQC. Donc vous les avez déjà pour partie dans ces centres de ressources de l'AQC et je veux dire de l'APC aussi. Pardon, mais les deux sont vrais. Voilà. Alors, sur les vidéos éco-gestes détectés, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord, il y a une composante sociologique dans le projet et on a opéré un certain nombre d'interviews auprès de locataires et on s'est aperçu, on a pu confirmer, ça peut paraître banal pour certains d'entre vous, mais qu'une partie de nos concitoyens ne font pas la relation entre l'état de surchauffe de leur logement et la façon dont ils vivent au quotidien, et en particulier dont ils activent ou pas les composants techniques qui sont à leur disposition ou pas, d'ailleurs, dans leur logement. Et donc, on a confirmé là la nécessité de produire quelque chose qui peut aider nos concitoyens à les engager à prendre connaissance de ces choses-là qui sont à leur portée et à expérimenter
et peut-être à revenir un petit peu sur certaines habitudes. Et encore une fois, vous allez comprendre dans la suite que ça pourrait être perçu comme étant des banalités, mais je vous assure que pour certains d'entre vous, mais je suis sûr que partie de nos concitoyens ne font pas cette relation, et donc ça nous a paru important. Et on est parti sur le média vidéo parce que on a pu constater à l'occasion d'un autre projet, on avait fait des essais de ce type-là avec des médias, on va dire éco-gestes d'été, mais qui étaient sur un support papier. Et ça ne marche absolument pas. C'est pas reçu, ça part immédiatement à la poubelle, ça n'a pas d'attrait, c'est pas assez dynamique, pas assez moderne. Et donc, on a essayé de faire quelque chose de différent cette fois-ci. Donc, comment on a procédé? Alors, la base de ça, ça a été des interviews avec les occupants et on a, comme toute vidéo, hein, on a mis en place un script avec un langage simple, compréhensible, qui s'adresse directement au public, euh, très explicite, et on a essayé d'être engageant. Donc, pour certains publics, ça passe et pour d'autres, ça passe moins. C'est difficile d'être admissible là-dessus pour tout le monde. Et avec un visuel soft et épuré, c'est-à-dire que vous verrez, en fait, c'est des dessins animés, en fait, c'est pas des personnes, pour que ça soit plus neutre et plus symbolique, en s'efforçant d'aller à l'essentiel. Et il y a toujours entre l'image et le texte, vous verrez, il y a une voix off qui explique des choses derrière, une synchronisation pour appuyer le message. Donc on a eu de très nombreux allers-retours avec les occupants, enfin les volontaires qui nous ont aidés à faire ça. Et puis, ça a tourné aussi dans la mise au point sur les éléments de langage et sur la mise en scène avec l'Union sociale pour l'habitat, hein, qui est partenaire du projet, qui nous a aidés avec un groupe utilisateur, mais ça aurait pu très bien être des membres de l'APC ou de l'association Coach Cropo, ça aurait très bien marché aussi. De l'ADEME aussi, qui est intervenu dans ce sujet-là et qui d'ailleurs sponsorise ces vidéos en les mettant en ligne sur certaines de ses pages grand public. Et puis, on a organisé, une fois qu'on a produit ces choses-là, des discussions pour les tester auprès des occupants. Alors, les sujets, je vais en reparler. Les sujets qui ont été, il y a 6 vidéos au total, et les sujets ont été, ça a mené comme ça, c'est conseils et astuces pour votre confort en été. Elles durent à chaque fois, c'est des supports courts de l'ordre de la minute. Elles sont toutes visualisables sur YouTube, et j'insiste que si vous voulez les diffuser en tant que fichier informatique dans vos médias à vous, sans passer par YouTube, vous pourrez revenir vers moi, je pourrais vous donner les fichiers sources pour que vous en fassiez ce que vous voulez. Serais très heureux que vous emparez ces choses-là pour contribuer à faire le dernier kilomètre en ces vidéos et les occupants. Donc les sujets sont listés ici, il y en a 6, hein. Donc bien aérer pour rafraîchir son logement, empêcher la chaleur de rentrer dans votre logement, se rafraîchir à l'aide de ventilateurs, climatisation en dernier recours, comment l'utiliser, hein, je dis que j'adhère à la posture de Christine d'essayer de limiter la climatisation, mais en tant que chercheur et ayant vu des scénarios de chroniques météo qui sont quasi certaines et qui arrivent, je pense qu'il y aura des limites à la climatisation passive dans tous les cas. Donc, il faut voir ça lucidement aussi, hein. Et comment limiter la surchauffe de votre logement en été? Là, il y a des choses à dire qui sont intéressantes, et c'est peut-être celle-là que j'aimerais qu'on voit ensemble. Et puis aussi végétaliser pour rafraîchir l'atmosphère. Ben, l'interlocutrice précédente l'a parlé, et puis chacun peut faire un petit peu. Parfois, c'est possible à sa portée, à sa mesure. Donc, on a fait un retour d'expérience sur ces vidéos, c'est-à-dire que notre sociologue a animé certaines événements avec quelques bailleurs où on a proposé aux habitants de venir sur des projections, sur des temps communs de projection à travers des animations un peu plus larges. Et le retour qu'on en a eu, c'était un retour, on va dire, plutôt favorable. Elles sont courtes, légères, compréhensibles. Et l'initiative du lien social, hein, qui peut être créé par ça, donc je vous encourage à aller dans cette direction parce que notre sociologue vraiment insiste là-dessus, c'est que ça peut être le moment pour fabriquer un temps d'échange et partager les bonnes pratiques, partager les expériences des uns et des autres. Et ça a été très apprécié parce qu'on a mis des gens ensemble en fait et on les a mis autour de ce type de visionnage. Alors, comme je vous disais, certains éco-gestes relèvent vraiment du bon sens. En fait, ils relèvent tous du bon sens. En réalité, pour des thermiciens, par exemple, ça relève tous du bon sens. Mais certains
certains sont plus ou moins connus. Et ce qu'on a pu entendre aussi spontanément, c'est qu'avec cet environnement de on est ensemble, on regarde des choses, on discute d'un sujet commun à travers un média neutre, ben, c'est encourageant pour les occupants à essayer des choses. Donc ça, c'est le premier pas en fait. On a pu constater, parce que l'expérimentation globalement du projet Renoptim, c'était en région parisienne, mais aussi dans le Var et Bordeaux, c'est que, sans surprise, les habitants du Sud ont une connaissance, enfin, sont plus expérimentés sur ces pratiques-là, contrairement aux habitants de la région parisienne. Mais bon, la population brasse, donc les bonnes pratiques peuvent aussi être importées du Sud vers les gens qui montent sur Paris, hein. Et globalement, voilà, ce format vidéo a été apprécié, notamment en fait, le temps d'échange convivial que ça a pu avoir autour. Certains habitants, même d'ordre de 20%, seraient intéressés sur d'autres supports de communication ludiques avec une touche d'humour. Et à l'APC, je pense, vous avez des bandes dessinées là-dessus. Donc voilà, tout ce qui cherche pas à donner des leçons, mais qui encourage les gens à essayer. Et particulièrement si c'est fait dans des événements un peu à l'échelle d'une copro, c'est des choses très favorables à la mise en mouvement. Les points qui sont difficiles là-dessus, c'est peut-être que certains d'entre vous seront relais, c'est que les vidéos sont là, elles existent sur la chaîne YouTube, mais encore faut-il le savoir. Et ça, c'est vraiment pas évident. Donc là-dessus, et puis le dernier kilomètre, encore une fois, est pas évident, c'est la difficulté. Donc un certain nombre d'occupants ne sauraient pas aller chercher les vidéos par eux-mêmes, en fait, sur Internet, hein, parce qu'elles sont nativement sur Internet, enfin, sur une chaîne YouTube, mais ils seraient intéressés pour un visionnage à la télé ou sur des réseaux sociaux, ou encore une fois, hein, j'insiste là-dessus, dans des ateliers de sensibilisation animés par le bailleur ou la copro, ça peut être intéressant, ou voire même des régies de quartier, en fait, hein. En réalité, l'initiative, elle peut déborder le cadre d'un seul bâtiment, quoi. Un autre point de tension, c'était sur la climatisation. En tant que CSTB, on est obligé, et j'adhère, en réalité, ce n'est pas qu'une obligation, mais de prôner la modération sur l'usage de la climatisation. Et donc la consigne de 26 degrés qui est communément donnée dans ce cadre-là rencontre pas mal de résistance. Bon, voilà, il faut juste le savoir. Si vous lancez dans cette aventure, vous risquez d'avoir des retours de cet ordre-là. C'est pour ça que je vous les reporte en fait si vous y allez dans des événements publics de ce type-là. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est on va arriver aux vidéos, hein, mais je voulais finir là-dessus avant. C'est que on a interpellé avec des méthodes ad hoc un certain nombre de bailleurs pour les faire réfléchir et leur demander comment est-ce que l'on pourrait, comment est-ce que vous pourriez vous emparer de ces vidéos-là pour les rendre accessibles à vos locataires. Et là, on a quelques idées qui sont proposées. Je vous les expose parce que ça va peut-être vous donner des idées si vous le souhaitez. C'est le bon moment, on est en juin, hein, et malheureusement, on a un épisode de show qui arrive assez tôt cette année. Donc, c'est rendre accessibles ces vidéos par des liens SMS envoyés aux locataires. Vous savez que le téléphone portable devient une extension de nous-mêmes pour beaucoup de ces personnes. Et ça peut être un média pour le faire, pour un certain public en tout cas. Parce que c'est des visualisateurs de vidéos, ça passe sans problème sur les téléphones portables. Mais ça peut être aussi, pour certains d'entre vous qui ont éventuellement des espaces web, de le mettre en accès et puis de votre copropriété, si elle existe, ou de votre syndic, s'il existe, pour les encourager, et puis en faire la publicité à travers tous les médias de communication qui peuvent exister entre les propriétaires et la copropriété en général. Souvent, il y a des choses dédiées. Ça peut être aussi de générer des QR codes. Alors ça, c'est des trucs un peu plus modernes qui pourraient être affichés dans une loge de gardien ou disponibles sur le web ou sur des écrans qui peuvent exister dans les parties communes à l'entrée, au rez-de-chaussée. Donc là, il y a quelques liens qui sont donnés pour inspirer. Certains ont proposé aussi de reprendre la bande son des vidéos pour les diffuser dans les messages d'attente téléphonique en ligne. C'est une idée. Bon, voilà, là, on n'a pas l'image, mais vous verrez, le son est assez explicite pour avoir
peut-être une valeur différente dans les messages d'attente, spécialement bientôt et bientôt en été. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas faite ces derniers points, c'est d'avoir des sous-titres pour malentendants ou ça, on ne l'a pas fait. On n'a pas pu le faire. Ou la diffusion, de façon générale, je l'avais évoqué sur les panneaux numériques qui peuvent éventuellement exister dans l'accueil de votre propriété. Donc, tout ce qui est la diffusion des liens à travers tous les médias électroniques peut être intéressant. Et on sait que là, la difficulté, c'est qu'on va avoir du mal à toucher les personnes âgées qui sont un peu dans les zones d'ombre de ces sujets-là. Et donc, encore une fois, voilà, s'il y a des initiatives là-dessus, je pense que vous le savez, hein, mais les personnes les plus sensibles à la surchauffe, c'est les personnes âgées et les enfants en bas âge. Donc, j'encourage par là à consolider les liens sociaux sur ces sujets-là et à être attentif à ces personnes-là, spécialement si elles habitent au dernier étage, hein, qui sont les logements qui seront à plus risque de surchauffe, hein. Donc, utilisez ces médias pour faire du lien social et emparez-vous de ces sujets-là et encouragez les bonnes pratiques. Donc, ça peut être aussi les gardiens, les voisins et les associations. Il y a certainement des associations, et l'APC peut-être initier des formats, probablement ça a déjà existé, hein, mais là on cite des formats d'événements de quartier là-dessus, en s'appuyant sur des jeunes en service civique, par exemple, des associations, notamment celles qui travaillent avec les personnes âgées. On cite peut-être ces associations que vous connaissez. Je ne sais pas s'il y a l'Opéra Paris, Bel Âge et puis les petits débrouillards. Et comme je vous disais, la mobilisation des voisins qui se montrent ces sujets-là, qui en parlent, ça pourrait devenir un sujet de discussion entre voisins parce qu'il fait chaud, on parle de la météo, on engage là-dessus, tiens, j'ai vu un truc intéressant, et propager ainsi ces petites vidéos. Ça peut être aussi des affiches avec un QR code de nouveau. Voilà. Voilà, ces médias-là, je vous encourage aussi à les mobiliser quand ça a du sens, bien sûr, dans les phases de concertation en amont des rénovations ou toutes les réunions d'information en amont des travaux. C'est vraiment le bon moment, en fait, parce que ces sujets de surchauffe vont être de plus en plus prégnants. J'ai vu dans les questions, c'est quoi les arguments pour s'occuper du confort d'été en rénovation? C'est extrêmement simple. Quand vous êtes en région parisienne, vous avez une double peine. Le fond, c'est que le changement climatique est engagé et les canicules vont être de plus en plus intenses. C'est-à-dire qu'elles vont durer plus fréquentes et plus intenses. Elles vont durer plus longtemps et elles vont arriver plus souvent. Et quand on est dans une grande ville comme Paris, il y a ce phénomène supplémentaire d'îlot de chaleur urbain qui fait qu'en quelque sorte, malheureusement, nos concitoyens qui sont dans les grandes villes ont une double peine et ça va être de plus en plus difficile. Et donc, c'est gravé en fait, c'est gravé dans le marbre. La réglementation est en retard là-dessus, hein. On travaille sur ces questions côté CSTB, mais vous le savez, la réglementation est très souvent en retard par rapport au sujet d'actualité. Mais tout ça, ça va arriver, c'est une absolue certitude. Donc, ce que j'ai envie de dire, quand vous engagez des travaux et aussi des études, notamment avec les bureaux d'études hein, qui sont capables de faire de la simulation thermique dynamique quand vous pouvez le faire, euh, essayez dans la mesure de vos moyens euh, de les pousser à faire des calculs sur des météos prospectives même à 20-30 ans. Elles commencent à sortir dans le domaine public. Donc les bons bureaux d'études commencent à savoir faire ça. Il faut absolument aller regarder là-dedans pour, je dirais, tester les solutions qui sont standards, qui sont aujourd'hui préconisées au motif de l'étiquette énergie, pour tester la robustesse de ces solutions sur des climats plus stressants, notamment en été. Il va faire globalement moins chaud, donc moins de charges d'hiver, mais en été, ça va devenir un sujet de plus en plus difficile. Et bien sûr, commencer par les bons gestes au niveau des occupants. Équipez-vous des choses les moins chères et qui sont, si possible, passifs, pour ces ventilateurs, les protections extérieures. Et je pense qu'à moyen long terme, les protections actives
vont être très probablement inévitables. Donc, il se pose la question éventuellement dans ces sujets de rénovation de penser, ça a été cité par l'interlocutrice précédente, je suis très très heureux d'entendre ça, éventuellement des pièces pour mettre nos personnes âgées à l'abri, des pièces climatisées. Il y aura, je pense, pas grand autre solution pour ces cas extrêmes et pour le public fragile, à mon avis, en fait. Il ne faut pas croire qu'on va s'en sortir uniquement avec des solutions passives. Ça va marcher peut-être une dizaine d'années, mais au-delà, je pense que ça va devenir très difficile. Voilà. Alors, maintenant, on a ces vidéos-là. Tania, il faut que tu m'aides, je ne sais pas euh, comment procéder, parce que je pense que ça va être un peu ennuyeux de les regarder toutes les unes à la suite des autres. Et mon idée, c'était d'en regarder une et puis ensuite d'engager les questions-réponses plus largement pour que ça soit plus interactif. Oui, effectivement, tu peux juste projeter une vidéo et de façon... Alors, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer, pardon. Alors, c'est pas celle-là. Je voulais vous montrer celle-là. Donc, ça dure 1 minute et ça vous fait un exemplaire de ce que c'est. Je ne parle plus pendant 1 minute. Quelles pratiques adopter au quotidien pour éviter d'augmenter la chaleur dans votre logement? Vos activités à la maison peuvent dégager de la chaleur. Pour limiter cette chaleur qui vient encore plus réchauffer votre logement, vous pouvez agir à plusieurs niveaux. Utilisez le moins possible votre four, votre sèche-serviette et votre sèche-linge quand il fait chaud. Vous pouvez aussi regrouper les appareils qui produisent du chaud dans une pièce dont l'aération naturelle est facile. Vous pouvez arrêter vos équipements électroniques et ménagers lorsque vous ne les utilisez pas, au lieu de les laisser en veille. N'oubliez pas que votre télévision, box Internet et ordinateur constituent une source de chaleur. Pensez aussi à manger froid. Prenez des douches fraîches et aspergez-vous la tête régulièrement. Cela vous aidera à vous rafraîchir. De petits gestes très simples vous aideront à garder votre logement plus frais. Testez-les. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je me permets d'arrêter le partage et si c'est nécessaire, j'y reviendrai. Euh, c'est du bon sens et l'idée est d'engager les occupants à essayer les choses et à leur faire prendre conscience de la relation qui peut exister entre leur mode de vie et la surchauffe. Et bien sûr, il y a des limites à ça, hein. Euh, Avant de prendre les questions, ce que je dis, moi, en tant qu'ingénieur thermicien, c'est que le confort d'été, c'est 50% les occupants, 50% le bâtiment. Et très probablement, pour ce qui est du confort d'hiver, euh, c'est très très différent. C'est beaucoup moins les habitudes de l'occupant et beaucoup plus la technique du bâtiment, bien sûr, en faisant une mise entre parenthèses sur les sujets économiques, hein. Il faut pouvoir payer le chauffage. Mais voilà, l'été, l'usage des possibilités du logement sont vraiment absolument décisives. Par exemple, oublier de fermer les volets en pleine journée sur une baie ou des baies qui sont sud et on s'absente pendant 1 ou 2 heures, ça va se payer très cher. Ça marche. Merci beaucoup, Thierry. On va reprendre les questions. Je pense qu'il y a encore des questions pour Christine de Vizy. Quel est le coût de Quel est le coût de l'entretien ou l'impact sur les façades pour les vignes vierges, par exemple? Y a-t-il les essences conseillées pour limiter l'entretien et les éventuels désordres, structure, façade, humidité, etc.? Merci. Christine, il y a votre micro qui est fermé. Oui, voilà. Et en fait, il y a évidemment les plantes grimpantes, c'est la façon la plus facile de végétaliser une façade. On ne peut pas atteindre non plus des grandes hauteurs. Il faut privilégier tous les végétaux qui ont des feuilles persistantes et pas caduques. Et après, il vaut mieux de détacher effectivement les plantes avec des tuteurs hein, par rapport à la façade et éventuellement faire une étanchéité derrière.
Il faut voir cas par cas. C'est possible. Il y a des plantes en fait qui n'ont pas des grandes racines. Nous, pour tout ce qui est prescription des végétaux, enfin nous, on est des architectes, on n'est pas paysagistes, mais quand c'est vraiment des prescriptions précises, on fait appel des paysagistes. On travaille avec complémentaires en général et eux, ils font effectivement une prescription beaucoup plus précise. Voilà. Je peux vous dire ça. Mais donc, bah, si vous êtes voilà, je sais pas si j'ai répondu, mais voilà, c'est Merci Christine. Prochaine question. Pouvez-vous nous donner des détails sur la zone à forte infiltration sur Paris-Est? À quoi est-ce dû? ouais. Alors en fait, on peut la partie est de Paris, évidemment, c'est à niveau c'est les caractéristiques propres du terrain et le fait qu'il y a des carrières, en fait. Donc, on ne peut pas infiltrer des grands quantitatifs d'eau, car à long terme, on pourrait créer des désordres. Et donc, c'est plutôt enfin, c'est des choses qui se calculent après, hein. C'est-à-dire, c'est pas le cas partout, complètement dans la partie ouest. Ça dépend, enfin, est, pardon. Ça dépend aussi cas par cas. Il faut aller chercher, mais c'est vrai qu'en général, l'infiltration d'eau dans cette partie, bah, il faut la vérifier avant de la réaliser. Et après, il y a aussi une question, effectivement, de l'infiltration d'eau au pied des façades. On peut, à long terme, créer des désordres. C'est pas quelque chose qu'on peut faire partout et n'importe comment. Voilà. Ça marche, merci. Euh, Faut-il prévoir la réfection de l'étanchéité dans l'exemple de l'avenue Jean Jaurès? Non, non, parce que en fait, si vous partez, alors c'est une question d'assurance en fait, mais si vous partez sur le même, si l'étanchéité existante, elle n'est pas anti-racine, et il faut que la végétalisation soit de la même marque en fait de l'étanchéité existante. Dans ce cas-là, c'était Soprema. Voilà. Et donc, si on utilise le même fournisseur, on a l'assurance est assurée, est garantie, et donc il n'y a pas besoin d'enlever l'ancienne étanchéité. Ça fait des économies, effectivement, et le projet de végétalisation est beaucoup plus faisable. Ok, super. Prochaine question. Le règlement de copropriété interdit d'encombrer la cour. Pas de possibilité de mettre des pots de fleurs. Alors, changer un règlement de copropriété, c'est cher et compliqué. Est-ce qu'il y a des dérogations possibles sur des délais de temps limités aussi? On peut peut-être avec la copro convenir à des dérogations qui sont limitées dans le temps et qui sont partagées et qui permettraient donc de commencer en végétalisation, voir aussi dans le temps l'effet qui est là, comment elle va évoluer, parce que peut-être aussi enfin, il faut l'adapter aussi. Et les végétaux, c'est quelque chose de vivant, donc ils peuvent parfois se développer, parfois moins, voire se donner peut-être sur 5 ans euh, en expérimentation au niveau de la copro, sans changer forcément le règlement de la copro. Et par la suite, voir si c'est le cas de le faire ou pas, ou continuer comme ça. Donc, je pense que c'est des solutions un peu palliatives, enfin des alternatives et qui peuvent euh, essayer des solutions, sinon on est vite figé en fait dans les copros. Il faut essayer de trouver des solutions un peu différentes. Ça marche. Question du coup d'un confrère architecte. Comment envisager une végétalisation sur une couverture typique parisienne en zinc et ardoise? Pour moi, Mm. c'est pas possible. Enfin, Ouais. aujourd'hui, je vois pas techniquement qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que la végétalisation, en fait, des toitures terrasses, c'est fait pour des toitures justement plates, en fait. Donc, on peut pas vraiment végétaliser là-dessus. Il faut trouver d'autres solutions. Mm. Donc,
Mais je suis sûre qu'il y en a. En réfléchissant, il peut y avoir. On ne peut pas en tout cas végétaliser 12 algues. Ça, enfin, aujourd'hui, c'est pas possible. À Mm. moins d'intervenir sur le tapisson, mais même là, enfin, là, c'est des ABF après le coût aussi. Je pense pas enfin, il faut trouver d'autres solutions, je pense. Mm. Effectivement. Prochaine question, je vais répondre là-dessus. Je pense, quels travaux énergétiques sont compatibles avec la préservation du patrimoine architectural d'un immeuble haussmannien? Bon, ça c'est difficile à dire, c'est vraiment au cas par cas et c'est pour ça que c'est conseillé d'avoir d'abord une étude avant tout travaux. Et c'est à partir d'une étude, ben, généralement, soit un DTG. Si vous avez déjà une étude architecturale, vous pouvez partir sur une étude architecturale. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas pour les immeubles haussmanniens. Euh, Parfois, il y a des immeubles haussmanniens où la cour c'est quand même possible de mettre de l'ITE sur sur la partie cour, mais c'est vraiment au cas par cas et c'est souvent délicat les immeubles haussmanniens, mais il y a quand même des choses à faire. Ça, c'est juste ma réponse. Après, vous pouvez regarder aussi sur Coach CoPro où il y a les projets rénovés. Il n'y a pas beaucoup de copropriétés haussmanniennes, mais il me semble qu'il y a une au moins en tout cas, qui est un immeuble haussmannien et vous pouvez retrouver les travaux qui ont été faits sur cette copropriété-là. Mais mon conseil, c'est plutôt de commencer d'abord avec une étude pour identifier les travaux de rénovation énergétique qui peuvent être faits dans la copropriété. Prochaine question, quels arguments peut-on utiliser pour convaincre la copropriété d'intégrer dès le début du projet de rénovation l'aspect du confort d'été? Je l'ai dit, enfin, je pense que Oui. Christine, on est complètement en ligne là-dessus, hein. Le changement climatique, il est engagé. Quand on est dans une ville, en plus du changement climatique, il y a l'îlot de chaleur urbain. Donc le sujet va se poser, en fait. C'est une certitude. Mm, Et il va être de plus en plus difficile. Et donc, ne pas le traiter, enfin, surtout si vous êtes devant des travaux conséquents d'investissement qui sont, encore une fois, guidés, en tout cas jusqu'ici essentiellement par l'amélioration du DPE, c'est-à-dire dans une logique hiver. Ça, je ne dis pas que c'est bientôt le passé. Ce qui est certain, c'est que le futur proche, c'est les deux en même temps, et de plus en plus. mm. Effectivement, oui. La prochaine question, ben, Christine, vous avez déjà répondu. Peut-on végétaliser le toit d'un immeuble haussmannien? Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure. Mhm. Oui, en fait, voilà, c'est très, très compliqué, voire impossible. Il faut voir cas par cas, mais ni les brésis, ni les tapissons, on peut les végétaliser. Et en fait, il faut partir aussi voilà, du fait qu'il faut s'adapter. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Certaines ne sont pas possibles sur le type de bâtiment haussmannien, justement. En revanche, il a quand même d'autres atouts. Par exemple, dans les cours, on peut penser aussi à des toiles d'ombrage, par exemple, qu'on peut installer. Et cela, il peut être intéressant en été. Euh, Si on ne peut pas végétaliser, on peut imaginer ces toiles d'ombrage. Et ça peut aussi faire des lieux partagés. Voilà, il y a aussi l'aspect, il n'y a pas que l'aspect technique, hein, il y a aussi l'aspect de l'utilisation des lieux et d'améliorer le cadre de vie. Il faut profiter de ça en fait, on végétalise aussi pour pouvoir accéder parfois sous la toiture quand on n'a pas de balcon, quand on n'a pas d'espace extérieur. Donc, notamment les bâtiments avec des toits terrasses, la toiture, c'est un vrai atout. Mm, Euh, et dans les Asmaniens, par contre, ça peut être la cour, l'espace de la cour, qui pourrait être partagé, végétalisé ou ombragé avec des toiles d'ombrage. Voilà. mm. Ok. Je vais prendre cette question mais qui rejoint un peu
Toujours la question sur ça. Quelle est la position actuelle de la ville et des ABF sur la peinture en blanc des toits ardoises et zinc? Alors, en fait, je pense que ce n'est pas tout à fait d'actualité. C'est-à-dire, en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas vernir un blanc en toiture d'ardoise. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est penser à une isolation par l'intérieur ou derrière les ardoises. Donc, pour rafraîchir les derniers étages, qui restent effectivement des endroits très chauds, ils sont souvent mal isolés. Donc, parfois, il faut être prêt à intervenir par l'intérieur, notamment là où il y a les brises. En revanche, le tapisson, c'est-à-dire tout ce qui est isolation des combles, on peut intervenir soit jusqu'en dessous du zinc, en fait, euh, avec des systèmes réfléchissants, soit par l'isolation des combles. Donc cela, ça mène effectivement à un bénéfice. Mais il faut penser aussi qu'on ne peut pas, enfin, qu'est-ce qui serait des ardoises blanchies en façade? C'est-à-dire que les ABF, c'est assez légitime leur travail de peut-être mettre des contraintes. Il ne faut pas voir des contraintes comme des limites. Au contraire, ça permet de trouver une autre solution. Mm. J'étais ce matin sur un webconf HLM Grand Est et alors on n'était pas à Paris et donc on était sur les toitures terrasses et là il y avait des choses intéressantes qui est le sujet des peintures réflectives. Et, c'est réfléchissez, enfin, je vous encourage à un truc, réfléchissez quand on a des toitures terrasses dont la décennale est terminée et achevée, qu'il n'est pas d'actualité de revoir, qu'elle est encore étanche, qu'il n'est pas d'actualité de revoir, de renforcer l'isolation là-haut, en tout cas sur le court terme. Je pense qu'à un moment donné, ça va arriver, c'est inéluctable. Le sujet de ce qu'on appelle les peintures réflectives peut être intéressante. Mais en effet, je ne vois pas que les ABF autorisent la peinture des toitures en zinc et en ardoise avec des peintures réfléchissantes. Je suis absolument convaincu que ça aura un effet significatif, mais architecturalement, c'est pas admissible. Oui, effectivement, les toits de terrasse, effectivement, ça, c'est adapté. La peinture Hum, blanche hum. réfléchie, c'est absolument adapté. Avec le sujet qu'on a très peu de recul sur les salissures de ces choses-là et que la performance de ce truc-là dépend beaucoup aussi de l'état de propreté. Et dans les toitures terrasses, il y a bien un endroit qui, qui cumule toutes les saletés du coin, c'est les toitures terrasses. Mais en Donc, général, elles moi, sont j'ai eu entretenues. beaucoup d'enthousiasme là-dessus la première année et ensuite, Mais il y a de l'entretien que la copro fait oui, en général oui, sur les toitures. Donc, oui, on peut mettre ça dans le cahier des charges. oui, c'est indispensable. Entretien. C'est indispensable. Sur ces histoires de végétalisation et de peinture claire, euh, un des livrables que j'évoquais est disponible. Vous pourrez le lire. Il y aura les hyperliens et ils sont peut-être déjà disponibles dans les centres de ressources de l'APC. Vous trouverez des choses qui pourront vous intéresser, mais ce n'est pas la réponse. Par contre, jamais vous trouverez, et les architectes sont là pour ça, vous trouverez quelqu'un qui serait capable de vous dire sur une technologie donnée, grâce à mon truc, moi, je vais vous sauver la vie et je vais vous résoudre votre problème. Ça n'existe pas en fait. Si quelqu'un vous dit ça, il faut vraiment se méfier en fait. Seule la vision système permet d'apporter une réponse. Malheureusement, c'est plus compliqué, mais c'est la réalité. Une réponse à un problème donné qui soit pertinent. Sur la végétalisation, je voulais juste. Je comprends le capital sympathie qu'il y a sur la végétalisation. On a beaucoup travaillé sur ces questions-là au CSTB. Euh, il y a encore des travaux. Euh, la chose que je voulais vous dire, de même que les peintures blanches sur les toitures terrasses ou les revêtements d'étanchéité à fort albédo, c'est un peu la même chose. La végétalisation en toiture terrasse euh, va avoir un effet très faible si le bâtiment est très isolé, c'est très qualitatif ce que je vous dis. Or, les bâtiments tendent à être de plus en plus isolés pour justement tenir la contrainte des étiquettes énergie. Et donc, l'effet à l'intérieur va être de plus en plus petit. Les bureaux d'études savent qualifier ça normalement. Les bons bureaux d'études savent le faire. Par contre, il y a toujours un effet euh, rétroactif sur l'extérieur. Ça a été aussi évoqué par Christine, c'est que si on végétalise et on arrose, on ne laisse pas les plantes cramer et pourrir, parce que là, ça sert strictement plus à rien du tout. Euh,
même si l'effet à l'intérieur du bâtiment éventuellement est modeste parce que le bâtiment est bien isolé thermiquement, ça contribue au moins localement à atténuer le microclimat local. Et si c'est réalisé dans une stratégie plus globale à l'échelle d'un quartier, voire d'une ville en réalité, là on a un vrai levier pour atténuer ce qu'on a évoqué comme étant les îlots de chaleur urbains. Et à ce moment-là, il y a une rétroaction, c'est juste qu'on abaisse la température extérieure, mais indirectement et avec une stratégie d'ensemble qui est au moins une stratégie de quartier, quoi. Donc ça, c'est plus difficile à l'échelle de la copro, mais si vous voyez des initiatives dans ce sens, je vous encourage à y aller parce que les villes ont besoin de support aussi pour ça, hein. Les villes, elles ne sont pas maîtresses des bâtiments, elles ne font pas ce qu'elles veulent, hein, sur, sur le parc bâti, hein. En fait, pardon, j'ajouterais l'intérêt des toitures végétalisées. C'est pas qui est pour réfléchir. Effectivement, Mm, l'isolation est plutôt thermique dans un sens ou dans l'autre, effectivement plutôt limitée, car c'est plutôt l'isolant en dessous qui mm, donne mm, la c'est ça. vraie Mm, isolation. En revanche, et ça, l'APC, en fait, connaît très bien, le fait de végétaliser, on le fait pour la biodiversité, c'est ça. pour déjà limiter de déverser de l'eau de pluie dans l'assainissement. Ça, c'est essentiel parce que l'eau Bien sûr. s'évacue pour évaporation sur des grandes surfaces, donc 100 Mhm. mètres carrés, 200 mètres carrés de toiture végétalisée, ce n'est pas anodin. Et, euh, et oui, et baisser un peu la température, effectivement, Mm, extérieure. mm. Merci beaucoup. Je vais juste prendre deux dernières questions. Euh, Dans le cadre de la rénovation d'une copropriété avec Coach Copro, est-ce que le confort d'été est obligatoirement étudié? Non, c'est pas obligatoire de l'étudier. Après, si vous avez un intérêt particulier sur ça, vous pouvez le préciser à votre du coup au professionnel que vous avez sélectionné. Thierry, est-ce que ces vidéos existent en QR code? Pardon. Alors, une vidéo, c'est pas un QR code. Un QR code, c'est une technologie qui permet, plutôt que de taper une URL, là, Oui. HTTP, W machin bidule, on met son appareil photo, et puis derrière, il y a un petit logiciel qui est caché et qui nous amène directement à la chose. Donc, si vous voulez faire des liens avec des QR codes, il y a des outils qui permettent de générer des QR codes et qui vont vous faire arriver directement sur l'hébergement YouTube si c'est ça qui vous intéresse, ou à n'importe quel autre hébergeur, à partir du moment, encore une fois, je peux vous donner les fichiers des vidéos, hein. C'est des fichiers MP3 ou MP4, je ne sais plus. Enfin, voilà, c'est comme si je vous donnais le fichier d'une photo plutôt que vous en montrer une. Ça marche. Est-ce que ces 6 vidéos éco-gestes d'été sont aussi visibles sur le site gouvernemental ou sur vivrelachaleur.fr? Non, elles sont visibles sur la chaîne YouTube CSTB. En réalité, c'est l'hébergeur. Elles sont référencées sur la bibliothèque de ressources de l'AQC Pro Réno que j'ai évoqué. Il y a plein de choses là-dedans. Peut-être, je crois que l'APC, vous les avez aussi référencés, c'est-à-dire qu'un utilisateur clique dessus et en fait, en dernière analyse, il arrive sur la chaîne YouTube du CSTB, mais il ne le voit pas, mais peu importe, on s'en fout en fait, et il la voit. Et l'ADEME a fait exactement la même chose. Euh, voilà où on en est aujourd'hui. Et Ok. puis probablement, on a déjà donné à plusieurs acteurs les vidéos MP3, donc ils les ont mis à leur sauce, et là, ça nous échappe complètement, et c'est très bien comme ça. Ça marche. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Christine. On a fini. La vidéo, bien évidemment, la présentation sera envoyée à chaque personne qui s'est inscrite sur notre site et l'enregistrement du webinaire est disponible dans quelques jours. Je ne saurais pas exactement, dans 10 jours à peu près peut-être, sur le site de l'APC. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup à tous les participants. Merci Tania, au revoir Christine. Merci. Merci Thierry.